Bonjour. J'aime bien marcher en parlant, donc je vais prendre la liberté de me saisir de ce micro. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. J'avais prévu quelques petites slides, j'imagine qu'elles vont pas tarder à s'afficher. Merci beaucoup. Donc voilà, moi je suis Marion Carré. Pour vous dire rapidement quelques mots sur moi. Hop, je prends en main la... C'est bon. Pour vous dire rapidement quelques mots sur moi, on va dire que j'ai plusieurs casquettes dans lesquelles je vais puiser pour cette présentation ce matin. Je suis d'abord entrepreneur, présidente et cofondatrice de Ask Mona, qui est une entreprise qui mobilise l'intelligence artificielle au service du partage des connaissances. Donc on travaille effectivement essentiellement dans le secteur culturel, même si de plus en plus on s'intéresse à tous les secteurs qui portent des sujets de curiosité, comme ça a été dit d'ailleurs pendant la présentation. Et donc on est connu pour proposer des services d'intelligence artificielle qui vont se nourrir de données qui nous sont mises à disposition pour permettre d'avoir un dialogue ensuite, par exemple avec des œuvres d'art en posant toutes ces questions. Et du coup, ça permet aussi aux lieux culturels d'en apprendre plus sur leur public. Donc voilà dans les grandes lignes sur ce que fait Askmona, mais je reviendrai plus tard dessus. J'ai aussi une casquette d'experte. Dernièrement, j'avais officié dans le comité stratégique de l'intelligence artificielle pour les secteurs culturels qui avait été nommé par la ministre Rima Abdul Malak. Et j'ai aussi une casquette, on va dire, plus créative, où je suis notamment autrice. Mon dernier livre est paru en début d'année chez Fayard, et là j'en ai un autre en préparation chez Lattès. Donc voilà les casquettes depuis lesquelles je vous parle. Alors, je fais beaucoup de présentations sur l'intelligence artificielle, et ce matin j'avais envie d'innover. Donc ce que je vous présente est en quelque sorte une création. Donc je vous demande votre indulgence, bien sûr. Et comme vous êtes des personnes qui, votre métier, votre profession, c'est de faire vivre notamment des histoires, en les accompagnant de leur création à leur diffusion, j'avais envie de vous proposer ce matin un conte de l'intelligence artificielle au service de la culture. Voilà. Donc bien sûr, comme on dit souvent sur les œuvres de fiction, toute ressemblance avec des personnages existants ou de fiction ou des faits réels ne serait que fortuite. Et pour vous parler donc de ce conte de l'intelligence artificielle au service de la culture, on va commencer par s'intéresser à son protagoniste principal, qui est une vieille dame, l'intelligence artificielle née dans les années 50, une vieille dame qui tente de faire oublier son âge, puisque c'est vrai que dès lors qu'on entend parler de cette technologie, on a l'impression que c'est quelque chose de flambant neuf qui vient tout juste d'émerger, alors qu'au moment où on pose la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle dans les années 50, définition que je vous ai remise ici, les ordinateurs ressemblent à peu près à ça. Donc c'est quelque chose qui est effectivement assez ancien, avec des vagues de l'intelligence artificielle qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Alors bien sûr, des mutations technologiques qui permettent à chaque décennie où elle revient d'aller beaucoup plus loin, mais c'est effectivement un phénomène assez ancien. Notre protagoniste principal, il est aussi pour particularité de embrouiller, on va dire, les personnes qui parlent de cette technologie en utilisant plusieurs termes. Vous avez peut-être, on a parlé d'intelligence artificielle ce matin, mais vous avez peut-être entendu parler de machine learning, d'autres fois de deep learning. Donc c'est vrai que souvent c'est difficile de savoir exactement d'intelligence artificielle générative aussi. C'est difficile de savoir de quoi on parle exactement. Et je vous ai reproduit ce schéma parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Moi, c'est ce que j'appelle la métaphore des poupées russes, en se disant que finalement, l'intelligence artificielle, c'est la grande famille qui englobe tout ça. Et après, à l'intérieur, on a des disciplines, dont le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle générative, mais tout ça fait partie d'un tout, et ce sont des disciplines variées. Enfin, notre protagoniste, il a une personnalité complexe, comme dans toute bonne histoire, avec voilà une chaîne de valeur de l'intelligence artificielle que j'ai tenté de schématiser rapidement ce matin, puisque c'est vrai que souvent, voilà, on prend ce mot un peu comme un mot valise, mais ça englobe toute une chaîne d'acteurs grâce à qui ces technologies existent, à commencer par effectivement parler de cet enjeu de données, donc toutes les personnes qui
fournissent des données aux intelligences artificielles. Là, j'ai reproduit quelques logos récemment de grands groupes de presse qui ont signé des accords de partenariat et des licences avec des acteurs de l'intelligence artificielle. Il y a ensuite les fournisseurs de cartes graphiques qui sont essentiels pour avoir toute la puissance de calcul pour entraîner ces intelligences artificielles. On entend souvent parler de Nvidia et en fait ça c'est l'aspect matériel des intelligences artificielles que souvent on laisse un petit peu de côté. Il y a ensuite le cloud, donc tous les serveurs, toute la puissance de calcul pour pouvoir entraîner ces intelligences artificielles. Au-dessus, les grands modèles de langage, et c'est vraiment intéressant d'avoir en tête cette couche qui est un peu la base de toute application d'intelligence artificielle générative. Donc on les a cités en introduction, j'ai reproduit certains des logos. Et après, au-dessus de ça, et souvent en fait, c'est vraiment en tant qu'usager de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on utilise, c'est toutes les applications qui sont faites à partir de ces grands modèles de langage, comme par exemple ChatGPT. Très immodestement, j'ai aussi mis le logo d'Askmona, mais c'est assez intéressant d'avoir en tête le fait que quand on utilise une application qui mobilise de l'intelligence artificielle, cette application utilise d'intelligence artificielle générative, elle utilise des grands modèles de langage. Donc voilà, j'ai tenté de reproduire ici de façon assez schématique cette chaîne de valeur de l'intelligence artificielle pour qu'on ait bien en tête les différents acteurs et les différentes composantes qui la mobilisent. Donc maintenant, on va rentrer dans notre conte à proprement parler. Pour vous raconter ce conte, alors je ne l'ai pas écrit, bien sûr, j'ai voulu reprendre le schéma bien connu du voyage du héros ou du monomythe dont on entend souvent parler pour vous présenter les différents actes de ce conte si jamais il venait à exister. Et donc, comme toujours avec ce type de schéma narratif, dans la première partie, on a l'acte 1, voilà, tout se passe bien. L'intelligence artificielle est le super-héros qui augmente notre créativité et notre productivité. Donc je pense que ça fait écho à pas mal de choses dont vous avez entendu parler, à commencer par l'intelligence artificielle qui vient susciter nos idées, qui est un peu le héros au secours du syndrome de la page blanche. Et c'est vrai qu'on est dans une industrie pour qui les idées sont vraiment en pétrole essentiel, avoir la bonne idée certes de livres à publier, trouver ensuite le bon livre à publier, avoir la bonne idée pour faire sa promotion. Donc les idées sont vraiment au cœur de cette industrie, que ce soit pour avoir ces idées ou pour aussi les identifier. Et donc là où l'intelligence artificielle se propose d'être une aide, c'est vraiment pour avoir toutes ces IA génératives, par exemple de textes qu'on peut solliciter pour créer des idées en leur demandant donne-moi telle et telle idée sur telle et telle chose, aide-moi à réfléchir sur tel et tel sujet. Donc l'intelligence artificielle vient vraiment nourrir nos idées et il y a d'autres types de logiciels aussi qui viennent aider à identifier, par exemple, comment est-ce qu'on peut identifier quel ouvrage est plus prometteur. Donc voilà, il y a plein de dispositifs comme ça d'intelligence artificielle qui se proposent de venir enrichir et augmenter nos idées. Ensuite, l'intelligence artificielle, ça c'est ce dont on entend beaucoup parler, vient nous aider à gagner du temps, le temps qui est quelque chose de si précieux quand on est humain et dont on manque tellement en tant que professionnel. Donc on entend beaucoup cette rhétorique de, effectivement, l'IA qui sauve du temps, qui nous évite de faire tous les mails qu'on n'a pas le temps de faire, qui résume pour nous des textes très longs qu'on n'a pas le temps de lire. Donc c'est vraiment cette autre facette de l'intelligence artificielle qui est beaucoup mise en avant sur la productivité. Et donc là, dans cette première partie de l'histoire, l'intelligence artificielle se rend indispensable puisqu'elle nous aide à avoir plus d'idées, elle nous aide à être plus rapide et donc à avoir plus de temps, c'est ce qu'on espère, pour faire d'autres choses. Donc on a l'intelligence artificielle à la fin de ce premier acte qui est vraiment au service de votre profession. Et là, on arrive dans l'acte 2, alors toujours dans ce type de schéma narratif. L'acte 2, c'est le moment où les choses commencent à se gâter. Et donc là, on a l'intelligence artificielle qui prend tellement son rôle à cœur que finalement, elle commence à muter en vampire de la créativité. Avec un premier phénomène où les humains deviennent de plus en plus dépendants de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs études scientifiques assez passionnantes qui commencent à sortir sur le sujet. Et il y en a une qui repart
de la théorie de Daniel Kahneman que vous connaissez peut-être sur le système de pensée avec le système 1 qui est la pensée rapide, celle qui souvent fait appel à nos réflexes, et le système 2 qui est une pensée un peu plus longue, un peu plus réfléchie. Et ces chercheurs-là mettent en avant le fait qu'émerge avec l'intelligence artificielle un système 0 qui consiste à externaliser notre réflexion auprès de l'intelligence artificielle et donc le fait qu'on dépend de plus en plus d'elle en se reposant principalement sur ce qu'elle peut nous proposer. Et il y a plein d'autres études assez fascinantes qui ont pu démontrer qu'effectivement on a un phénomène où de plus en plus on a tendance à avoir ce qu'on appelle une paresse algorithmique, c'est-à-dire qu'on va se reposer sur ce que proposent les intelligences artificielles sans prendre le temps de faire le tri dans ce qu'elles nous disent, en se reposant sur leur travail, un peu comme pour ceux pour qui les études ne sont pas trop loin, quand on a ces travaux de groupe et il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui travaille un peu moins en se reposant sur les autres, et ben on a ce même type de phénomène qui émerge avec l'intelligence artificielle. Et ce qu'ont aussi observé ces chercheurs, c'est que souvent les personnes n'ont pas une approche, on va dire, analytique vis-à-vis des résultats proposés par l'intelligence artificielle, mais vont plutôt tendance à prendre dans l'ensemble, ils se font une opinion dans l'ensemble de la qualité de ce qu'elle leur propose, et s'ils estiment que l'intelligence artificielle propose des choses pertinentes, alors ils vont avoir tendance à tout reprendre pour eux. Donc on a ce phénomène de dépendance qui se met en place vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et on a de plus en plus aussi potentiellement le phénomène suivant où l'intelligence artificielle vient appauvrir les producteurs de contenu et s'appauvrir en retour. Pourquoi ? Parce que en prenant un certain nombre de... On est dans un secteur où il y a beaucoup de créateurs qui dépendent d'une économie de la multi-activité, où souvent ils vont écrire pour certes des ouvrages, mais aussi faire d'autres choses, être par exemple des rédacteurs, et on a des tâches que certaines entreprises vont être de plus en plus tentées de confier à l'intelligence artificielle. Donc ça vient appauvrir les revenus de ces producteurs qui du coup finissent aussi par se tourner par faire autre chose. Et le problème pour l'intelligence artificielle, c'est qu'elle commence aussi à finir à être à court de contenu. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir de plus en plus le fait qu'on avait un manque de données, en fait, puisque la plupart des données qualitatives ont déjà été absorbées pour entraîner ces modèles. Il y a besoin d'encore plus de données. Du coup, c'est pour ça qu'on a les deals et les licences que je mentionnais en première partie qui sont en train de se faire. Mais il y a des modèles qu'on commence à entraîner à partir de données synthétiques, c'est-à-dire des données qui sont déjà générées par l'intelligence artificielle, et ça fait peser un risque sur la qualité de ces modèles avec le phénomène qu'on appelle de modèle collapse, qui est une théorie selon laquelle au fur et à mesure d'entraîner ces intelligences artificielles avec des données synthétiques générées et donc moins qualitatives, on va appauvrir la qualité de ce qu'elles produisent. Donc on rentre là dans c'est le moment charnière à ce moment-là qui est toujours un peu le moment de crise où l'intelligence artificielle tourne en rond et finit par homogénéiser la création. Puisque, et là il y a plusieurs phénomènes aussi qui sont intéressants de garder en tête, qui finissent par aboutir à ça. Déjà il y a un premier, c'est pour ça que je vous ai volontairement, on a creusé la personnalité de l'intelligence artificielle en regardant comment est faite cette chaîne de valeur, et on se rend compte, alors j'ai pas reproduit tous les logos, mais on a peu de grands modèles de langage, et on était en train de dire qu'on arrivait à une forme d'épuisement des ressources de données d'entraînement. Et donc le phénomène, dès lors qu'on a des intelligences artificielles où on a très peu de modèles disponibles et qu'on s'entraîne à partir des mêmes données, eh bien c'est que du coup on finit par toujours produire à peu près les mêmes résultats. Et là il y a d'autres études passionnantes qui ont été faites par des chercheurs qui se sont intéressés à qu'est-ce qui se passe quand on demande à des humains d'écrire des histoires et qu'on demande la même chose à d'autres humains qui sont augmentés par l'intelligence artificielle. Et ils se sont rendus compte que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle sont plus créatifs individuellement. Mais quand on examine le phénomène à l'échelle du groupe, on se rend compte qu'en fait, les idées qu'ils proposent sont plus homogènes. C'est-à-dire que chacun individuellement, du coup, a accès à plus d'idées et se sent plus stimulé par l'intelligence artificielle, mais les idées qu'ils proposent sont beaucoup plus homogènes,
que ceux qui ont travaillé dans leur coin sans avoir accès à l'intelligence artificielle. Et ça s'explique aussi par une forme de biais d'ancrage qui est un biais cognitif où dès lors qu'on a des idées qui sont proposées par l'intelligence artificielle, on va avoir tendance à se reposer sur ces idées. Mais comme toujours dans les contes, ça finit par aller mieux. Et on a une phase de reprise en main des humains de l'intelligence artificielle avec déjà cet enjeu de faire un meilleur usage de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je demande, je fais des petits sondages, là je vous l'épargne ce matin, il est un peu tôt, mais qui utilise l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc., beaucoup de gens lèvent la main. Quand je demande qui s'en sert pour penser contre soi, là, souvent, j'ai plus grand monde. Et en fait, il y a plein d'usages de l'intelligence artificielle auxquels on ne pense pas, où l'enjeu, c'est pas forcément de lui demander de produire des choses pour nous, mais c'est aussi de nous aider à nous accompagner dans notre réflexion. Et donc, il y a plein d'usages qu'on peut penser de cette technologie qui sont intéressants. Il y a aussi une question à se poser qui est celle de savoir qu'est-ce qu'on va faire du temps que nous permettent de gagner les intelligences artificielles. Parce qu'on a beaucoup dit que bah voilà, les mails, c'est super, on gagne du temps, on peut le saisir, ça va vite, on n'a pas à faire d'envoi postaux, on va gagner plein de temps, mais résultat des courses, on a beaucoup plus de mails à lire et je pense pas qu'on estime qu'on ait gagné du temps depuis que les mails sont là. Et donc avec l'intelligence artificielle, c'est la même question au fond, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Est-ce qu'on va le prendre pour pouvoir, je sais pas, prendre plus de temps pour se former, se renseigner, augmenter notre culture générale? Il y a vraiment une question globale sur qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là pour le remettre à profit. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est essentiel, qui est celui d'oxygéner les données de l'intelligence artificielle. On parlait du danger de modèles collapse et tourner en rond. Et donc, il y a un enjeu de trouver, vous en parliez aussi en introduction, le bon modèle économique pour faire en sorte de pouvoir alimenter les intelligences artificielles avec des données qualitatives sans que cela appauvrisse toute la chaîne de valeur de la production de contenu dont se nourrit l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment un enjeu ici économique pour trouver des modèles qui font à la fois vivre la création et qui en même temps permettent aux intelligences artificielles de s'enrichir et d'éviter de tourner en rond. Donc là, ça commence à aller mieux. La machine se remet en route, l'intelligence artificielle recommence à enrichir notre créativité et à nous nourrir. Et donc, on va rentrer dans la dernière phase de ce conte potentiel, l'acte 4, où on met l'intelligence artificielle véritablement au service de la créativité et de la découvrabilité. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là ? Work in progress, c'est à nous de l'inventer. Et je pense que ce sera vraiment l'enjeu des discussions d'aujourd'hui. Moi, je voulais modestement vous partager quelques exemples de projets que fait Askmona dans cette perspective. À commencer par un premier exemple. Alors, j'ai pris des exemples un peu plus proches de ce que vous faites, mais j'ai ramené avec moi un projet qu'on a fait avec Nathan, qui est un manuel parascolaire pour réviser son brevet. Et donc là, l'approche qu'on a eue, c'est de nourrir une intelligence artificielle avec tout le contenu du manuel. Donc on a vraiment tout mis, toutes les matières. Et ça permet ensuite aux élèves, à l'aide d'un QR code qu'on voit sur la couverture, de pouvoir dialoguer avec leur manuel pour poser toutes les questions qu'ils ont. Et avoir des réponses qui sourcent à chaque fois la page dans le manuel d'où vient la réponse. Donc c'est vraiment un outil qui est pensé en complémentarité avec ce manuel pour permettre et surtout pour donner ensuite envie aux élèves d'approfondir et d'aller plus loin. Et à l'inverse, il se nourrit aussi de tout ce contenu pour générer des questions pour faire réviser les élèves sous forme de flashcards. Donc là, on a vraiment en fait un usage de l'intelligence artificielle qui est nourri par des contenus de qualité et qui vient augmenter la fonction de ce manuel parascolaire puisque ça permet d'aller plus loin et de découvrir plus. Il y a un autre projet que je voudrais partager avec vous. Je vais l'afficher à l'écran, mais je vais aussi vous montrer. J'ai pris des choses que je pouvais montrer. L'autre projet que je voulais vous montrer, c'est celui des magnets intelligents
nourri par des biographies de personnages historiques. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire ça? Ça peut sembler un peu tiré par les cheveux. Le constat qu'on faisait, c'est que donc nous, on vient du secteur de la culture, qui est un secteur où il y a énormément de choses à faire en termes d'innovation, mais il y a aussi des budgets assez contraints. Et donc, ce qu'on voulait proposer, c'était un objet. On a fait le constat que l'objet le plus collectionné en boutique de musée, c'est celui du magnète. Et donc, on est parti de cet objet-là qu'on a augmenté. Là aussi, donc là, par exemple, j'ai le magnète de George Sand. J'ai aussi celui de Van Gogh. Il y en a plus d'une centaine dans notre collection. J'ai la Villa Ephrussi. Enfin voilà, il y a des personnages, des monuments, des œuvres d'art. Mais à chaque fois, le principe est le même. On écrit une biographie autour de ce personnage en question et on nourrit l'intelligence artificielle à partir de cette biographie de façon à ce que quand le visiteur achète ce magnète, il puisse flasher au dos un QR code, hop, pour poser toutes ces questions à l'intelligence artificielle du personnage historique en question, donc là, de George Sand. Donc voilà, ça c'est une autre façon qu'on a trouvée pour pouvoir nourrir des intelligences artificielles à partir de corpus de données de qualité pour proposer une expérience qui puisse prolonger l'expérience d'apprentissage en dehors des murs du musée. Et je vais terminer par un dernier exemple que j'ai pas mis en vidéo, mais qui est aussi assez parlant sur ce même principe et que vous pouvez tester d'ailleurs dans les environs à la Fondation Louis Vuitton et aussi au Centre Pompidou. On a créé un audio guide avec lequel discuter, qui permet de faire en sorte de pouvoir prendre en photo dans un musée n'importe quelle œuvre, sculpture, tableau. On le prend en photo et à partir de là, on peut lui poser n'importe quelle question, à l'oral ou à l'écrit. Donc vraiment comme si on dialoguait avec son audio guide. Et donc à chaque fois, pareil, on nourrit l'intelligence artificielle avec des contenus de biographie des artistes, des notices explicatives autour des œuvres et un certain nombre d'autres contenus qui peuvent nous être mis à disposition. Et en fait, nous, c'est vraiment ce sur quoi on s'est spécialisé en termes de technologie, puisque quand on a vu émerger l'intelligence artificielle générative, on s'est dit, c'est génial, il y a vraiment quelque chose à faire dans les lieux de partage de connaissances et au service de ces acteurs-là. Mais la principale limite qu'on voyait, c'était celle des hallucinations, dont vous avez sûrement entendu parler, où bah oui, quand on demande, moi j'ai déjà demandé à ChatGPT quel était l'avion préféré de Napoléon, il m'a répondu que c'était un avion de marque française parce que voilà, Napoléon est français. Bon, bah, bien sûr, c'est n'importe quoi. Donc, bien sûr qu'on ne veut pas que ce type d'expérience puisse se produire dans un musée. Donc, nous, on a investi tous nos efforts de recherche et développement dans le fait de créer ce que j'appelle une sorte d'intelligence artificielle chef d'orchestre qui peut faire en sorte de mobiliser la donnée qui nous a été mise à disposition par notre partenaire. Donc, par exemple, une notice biographique sur un artiste pour faire en sorte que quand l'intelligence artificielle génère sa réponse, elle aille piocher uniquement dans cette source de données pour répondre. Donc voilà, on s'est concentré là-dessus et du coup, on le déploie ensuite dans toutes les expériences que je vous ai partagées. Donc voilà, en conclusion, et je pense que ça nous permettra de garder quelques temps pour des questions. Ce qui est assez intéressant avec cette technologie, c'est effectivement d'être bien conscient de ses limites, comme ça a été rappelé en introduction, et de toutes les problématiques effectivement qu'elle pose au niveau de la chaîne de valeur. Mais je pense que la réponse à ça, pour vraiment mettre l'intelligence artificielle au service de nos industries culturelles, c'est de pouvoir innover et de trouver les modèles économiques de demain et les applications de demain pour que cette technologie soit vraiment au service du partage des connaissances et non de l'appauvrissement des contenus culturels. Donc je pense que ce sera vraiment la ligne de partage qui fera qu'on réussira à tirer le meilleur de cette technologie. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette petite improvisation de conte de l'intelligence artificielle vous a plu. On a du coup un peu de temps pour des questions. Donc voilà, on peut faire circuler un micro. Le mien peut-être.
Bonjour, Caroline Kagenek. Je travaille chez BNF Partenariat, la filiale de la Bibliothèque nationale de France. Vous venez de nous parler de l'importance d'avoir des sets de données qui soient certifiés de qualité. Vous avez donné des exemples d'usage de l'IA à partir de ces sets. Et donc, il y a l'idée d'offrir un résultat d'IA de qualité à partir de sets de données certes de qualité. Cependant, on peut bien imaginer qu'on peut créer des incohérences même à partir d'un set de données qualifiées. Et du coup, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, dans le temps qui est possible ce matin, des chemins que doivent prendre les modèles d'entraînement de données et d'IA générative à partir de ces sets de données qualifiés? Est-ce que c'est aussi dans vos activités ou est-ce que vous voulez renvoyer la question à un autre moment? Merci beaucoup pour cette question qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de rentrer un peu plus profondeur dans la dialectique qu'on mentionnait sur cet enjeu des données, cet enjeu des grands modèles d'intelligence artificielle et ensuite les applications qu'on peut déployer à partir de ça. Et donc effectivement, la question de la donnée, elle est cruciale. Et souvent, on a ce dictat dans cet univers-là qui est de dire garbage in, garbage out. Si on a de la mauvaise donnée en entrée, on aura des résultats qui sont peu qualitatifs. Donc le travail sur la donnée, il est effectivement essentiel. Et nous, ça fait partie du travail qu'on fait avec nos partenaires pour leur expliquer qu'est-ce que de la bonne donnée et qu'est-ce qui permet ensuite à nos modèles de pouvoir travailler, puisque effectivement, et c'est hyper intéressant parce que plein de fois on s'est retrouvé face à des textes par exemple où on se rend compte que vraiment l'intelligence artificielle n'y arrive pas. Et ensuite, nous, on lit le texte et on se rend compte que nous aussi, en tant qu'humains, il y a des choses qu'on comprend pas très bien, avec un certain nombre d'ambiguïtés dans le texte, les formulations, etc. Donc effectivement, il y a un enjeu de pouvoir avoir une matière première qui est effectivement qualitative, mais qui aussi va pouvoir lever un certain nombre d'ambiguïtés. Donc c'est vrai, quand on veut aller assez finement dans les choses, il y a un enjeu de pouvoir travailler aussi sur le type de texte et de contenu qui est fourni. Après, à notre niveau, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant et ça me permet d'en parler plus largement. C'est que nous, on va vraiment, et c'était rappelé en introduction quand vous m'avez présenté, on va vraiment travailler en fait aussi sur la personnalisation de la tonalité. Et donc, par exemple, pour ce que je vous racontais au sujet des audioguides avec lesquels discuter dans les musées, on permet en fait, au tout début de l'expérience, de poser une ou deux questions pour connaître quels sont les besoins du visiteur et savoir, par exemple, est-ce qu'il est en train de visiter en famille? Est-ce que c'est une personne qui a besoin de contenu en français facile à lire et à comprendre, par exemple? Et en fonction de ces quelques informations qu'on récupère au début de la visite, nous, ça nous permet ensuite de personnaliser la tonalité et donc la façon dont l'intelligence artificielle va s'adresser à l'utilisateur. Et on parlait effectivement en introduction des enjeux d'accessibilité. Et donc ça, c'est effectivement un usage qui est assez intéressant pour faire en sorte que non seulement la personne ait des réponses sur les questions qui l'intéressent et pour lesquelles elle sollicite l'intelligence artificielle, mais surtout que ces réponses lui soient données avec la bonne tonalité pour que, si on fait une visite parent-enfant, on puisse ensuite avoir des contenus qui nous donnent des billes en quelque sorte pour partager ce qu'on voit avec l'enfant qui est avec nous. Sur la question du facile à lire et à comprendre, pareil, souvent c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui du coup n'est pas fait dans les musées, de traduire les cartels, donc les notices à côté des œuvres, en français facile à lire et à comprendre. Et bien là, du coup, le dispositif permet de le faire, donc ça c'est assez intéressant. Et sur cet aspect de personnalisation, ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, à partir de toutes les interactions que les visiteurs vont avoir avec nos outils, on récolte en fait un certain nombre de données qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce que font ces publics et ces visiteurs dans ces espaces, quelles œuvres ils vont voir le plus, donc on est capable de faire des points de chaleur, quelles sont les thématiques et les types de questions qui posent le plus, donc ça nous permet de comprendre quels sont leurs enjeux, quels sont leurs besoins, et aussi pour les musées d'être dans une démarche itérative où ensuite ils vont pouvoir adapter par exemple le contenu de ces cartels ou la signalétique. Donc c'est vraiment quelque chose qui ensuite se nourrit des analyses qu'on fait de ces conversations pour permettre d'adapter l'expérience dans les musées. Je ne sais pas si j'ai le temps de proposer une dernière question peut-être. Est-ce que quelqu'un a une dernière question à poser ?
Je ne vois aucune main qui se lève. Ça veut dire que c'était peut-être très clair, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez venir me voir à la pause. Et donc, je vous remercie pour votre attention.